12 dernières lectures, deuxième partie. Salut tout le monde, Flash et moi allons vous présenter mes dernières lectures en espérant que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces lectures. N'hésitez pas non plus à me faire des recommandations ou à me parler de vos propres dernières lectures, ça me ferait super plaisir. Les Porteurs, tome 1, Matt de C. Cueva, apparaître chez Thierry Magnier. J'ai lu un autre roman qui sort début avril qui s'appelle Les Porteurs et qui va être publié aux éditions Thierry Magnier. J'attendais un peu ce roman au tournant parce que voilà, il a une histoire super intéressante qui est celle d'un monde futuriste où on est hermaphrodite, on n'est ni homme ni femme et à 16 ans on va devoir choisir. Un roman sur la question du genre, c'est donc pas un roman évident, ça pouvait être casse-gueule comme ça pouvait être très très fin. Et j'avoue que j'ai l'impression que ce roman penche plutôt du côté du casse-gueule. J'ai trouvé bien écrit, addictif, les personnages attachants, que c'était super bien mené et surtout qu'il prenait pas les adolescents pour des idiots parce que l'auteur intègre pas mal de réflexions, de données scientifiques amenées avec beaucoup de facilité, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup voilà, il y avait quand même une certaine épaisseur dans l'univers du roman qui était très appréciable. Après sur le propos, j'ai trouvé que c'était assez difficile à accepter d'une certaine manière et moi ça m'a un peu fait grincer des dents des fois. C'est-à-dire que c'est un roman qui part de ce principe-là, ok, les adolescents doivent choisir à 16 ans qui ils vont être. Bon, à part qu'on peut revenir sur le choix de l'âge de 16 ans pour choisir son sexe, parce que à 16 ans on est assez mature, est-ce qu'on est assez posé dans sa tête pour choisir qui on va être pour le restant de nos jours, ça je suis pas certain mais c'est une autre question. Mais pour moi le problème c'est que l'auteur a du mal à se dépêtrer, à s'empêcher de rester dans une espèce de binarité fille-garçon, homme-femme, fille-garçon, enfin elle peut pas s'empêcher de mettre une étiquette femme-féminin sur certaines attitudes, de mettre une étiquette plus masculine sur certaines attitudes qui restent dans des clichés. C'est vraiment difficile de sortir de cette vision-là. Heureusement, comme je le disais, on a des personnages comme Flo, ou comme le conseiller d'orientation, qui lui est moins dans cette vision-là, entre autres parce que il apporte une autre vision de la famille, qui est celle de il est en couple avec un autre homme, alors que jusqu'ici on n'avait que des familles hétéronormées. Et en plus, il y a des personnages qui, autant ils étaient attachants au début, ensuite sont devenus des vraies têtes à claques. Excusez-moi, mais le personnage principal du roman, dont j'ai déjà oublié le nom, Matt, je crois, voilà, Matt, autant au début il est super intéressant, ouvert, tout ça, attachant. Après, il va devenir bête, se laisser mener par le bout du nez par différents personnages, développer des espèces de fascination à la fois qu'on comprend et à la fois qui m'ont envie de lui dire de se réveiller un peu. Et finalement il va faire un choix totalement passif à la fin du livre et moi ça m'a vraiment gêné. Une fois que vous l'aurez lu, si c'est le cas, je serais vraiment très curieux d'en reparler avec vous parce que peut-être que vous l'aimerez, moi ça n'a pas vraiment été le cas. En fait dans le même genre j'aurais plutôt tendance à vous conseiller La Symphonie des Abysses qui était beaucoup plus fin sur le sujet de Karina Rosenfeld, mais je pense que ce serait pas mal de revenir sur le sujet dans une vidéo exclusivement consacrée aux romans qui parlent de genre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, moi c'est une vidéo qui me tente bien de mettre en place. Grosse folie de Raphaël Frieur, paru chez Talon. Je viens de vérifier dans le livre les prénoms des personnages parce que je les avais oubliés. C'est donc une histoire d'amour entre Chloé et Quentin. C'est bien Chloé, je viens de vérifier. C'est donc une histoire d'amour entre Chloé et Quentin qui se rencontrent dans un camping. Chloé, elle est très grosse, elle est pas obèse je crois, elle est vraiment très grosse, elle mange beaucoup, elle a des problèmes de boulimie. Et lui, Quentin, c'est plutôt du genre un peu asocial, qui reste dans son coin, qui a pas énormément d'amis, l'ado un peu renfermé sur lui-même, qui va pas draguer plein de filles, etc. Ça pourrait être hyper cliché, dit comme ça en tout cas les personnages pourraient pas être hyper clichés, mais la force du roman c'est justement que les personnages ne sont pas du tout clichés, mais au contraire très réels. On y croit vraiment, l'histoire est crédible, les personnages sont justes, leurs réactions sont plausibles. Moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un réalisme dans l'histoire qui le rendait fort et très ancré dans le réel. Voilà, ils vont tomber amoureux, vous en doutez, et vivre une idylle estivale. En tout cas, ça permet d'amener différents thèmes, que ce soit l'embonpoint, que ce soit ce côté un peu plus asocial du personnage de Quentin, que ce soit l'amour, que ce soit l'adolescence, le fait de se découvrir, le fait de grandir, le fait de se découvrir dans une histoire d'amour aussi. Qu'est-ce
qu'est-ce que ça fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, et qu'est-ce que ça fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément dans ces canons de beauté que la société impose. Est-ce qu'on est prêt, à faire l'impasse sur ce que pensent les autres? Est-ce que, même si on est quelqu'un ouvert d'esprit, c'est vraiment possible de le faire? Il y a beaucoup de questions qui sont amenées avec finesse, j'ai trouvé, et surtout avec énergie, avec force, avec un roman assez coup de poing. On a donc une double voix, celle de Chloé et celle de Quentin. On a un roman court et choc, on a des thèmes forts et touchants, et du coup, je trouvais que le roman marchait vraiment très bien. À mettre entre les mains des ados, je n'en doute vraiment pas. Le groupe de Jean-Philippe Blondel, paru chez Actes Sud Junior. Et un autre auteur à mettre absolument entre les mains des ados si c'est pas encore le cas, il s'agit de Jean-Philippe Blondel, et là c'est son nouveau roman Le Groupe qui vient juste de paraître aux éditions Actes Sud Junior, et une fois de plus c'est du grand Jean-Philippe Blondel. J'ai déjà plusieurs fois parlé de cet auteur, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne, notamment pour son roman Double Jeu que j'avais adoré. Et une fois de plus, Jean-Philippe Blondel nous livre un roman justement très très fort sur l'adolescence. Le Groupe, c'est l'histoire d'un atelier d'écriture qui est créé par une prof de philosophie et un prof d'anglais au lycée. Le prof d'anglais est également écrivain, et on a dans ce roman le témoignage des ados, le témoignage du prof, quelques extraits de texte. Voilà, toute l'année est passée à travers ces différents moyens d'écriture, que ce soit les textes dans le texte, ou que ce soit les témoignages des ados ou du prof, etc. C'est un roman très très court, et il y a pourtant beaucoup de choses dedans. Il y a en effet une dizaine de personnages, il y a en effet toute une année scolaire, il y a un atelier d'écriture, et il y a toutes les émotions que cela engendre. Pourquoi ces ados sont là? Qu'est-ce que l'écriture va créer en eux, et qu'est-ce que l'écriture va créer également pour les profs? Qu'est-ce que l'écriture va surtout créer entre tout le monde? Jusqu'à quel point, à partir de quand, pourquoi vont-ils se dévoiler? En quoi les écritures vont les aider à avancer et à grandir un peu? C'est vraiment énormément de choses qui sont amenées dans le roman, avec toujours une grande finesse. Le point fort de Jean-Philippe Blondel, c'est la sensibilité avec laquelle il raconte l'histoire. Il le fait avec une écriture où chaque mot semble exactement à la place où il doit être. Une écriture dense qui donne de la densité et de l'épaisseur aux personnages, qui les rend vivants, qui rend leurs émotions vivantes, réelles et crédibles. Et voilà, je trouve que du coup, il touche toujours exactement au bon endroit. Et puis le roman pose également certaines questions. Voilà, on sait que l'auteur est également écrivain, forcément, mais aussi prof d'anglais, en terminale. Où est la fiction? Où est la réalité? Est-ce qu'il y a vraiment eu un groupe d'écriture? Puis il y a aussi la mise en abîme de l'écriture. Que ce roman est également fort, c'est pas un roman choc, mais un roman qui petit à petit amène une émotion forte, et surtout un ancrage dans le réel qui le rend hyper touchant. Et voilà, moi je peux que vous recommander Jean-Philippe Blondel, qui peut d'ailleurs être lu à mon avis, et c'est peut-être là sa plus grande force, autant par les ados que par les plus grands. Avant d'en venir au dernier roman ado dont j'aimerais vous parler pour finir un petit peu la vidéo en beauté, je vais revenir sur 2 lectures jeunesse que j'ai faites. Bonnes vacances, Mousse, de Claire Lebourg, paru dans la collection Mouche de l'école des loisirs. Il s'agit d'un petit roman illustré. Alors, je sais plus si je vous avais parlé du premier tome qui s'appelait Une journée avec Mousse, mais voilà, Mousse c'est un petit personnage, on sait pas exactement si c'est un animal, il a une petite queue entoure-bouchon, mais en même temps il a des rayures, moi je trouve qu'on dirait un coussin. Mais en tout cas, il vit dans une maison au bord de la mer, où il y a toujours la mer dans sa maison, et il aime bien aller ramasser des coquillages sur la plage, et il aime bien boire son café le matin sur son fauteuil, même si là il flotte sur l'eau. Mousse vit une existence simple et apaisante qui, je trouve, apaise le lecteur. C'est pas une grande aventure rocambolesque pour les enfants, c'est plus une aventure du quotidien avec ce petit personnage qui là va partir en vacances et retrouver son ami, dont j'ai oublié le prénom bien entendu. C'est un morse, c'est son ami Bichon. Là vous le voyez pas, c'est juste que j'ai trouvé le nom donc je suis très content. Voilà Bichon. Déjà je trouve les dessins très très beaux, tout fin, tout délicat, tout coloré. En même temps je trouve ça hyper mignon et vraiment adorable, les personnages sont très très attachants. J'aime cette simplicité, ce côté apaisant, et en même temps il parle aux enfants, ça parle de vacances, de la mer, de jalousie aussi, d'amitié, de comment ils se réconcilient ou pas, et de qu'est-ce que ça a créé, comment ça rend les vacances plus belles.
moi je trouve que c'est un roman, un petit roman pour les enfants ou pour les grands enfants comme moi, qui est comme un petit bonbon lumineux qui donne envie d'être en vacances et d'être l'été et qui donne envie d'avoir des amis. Le journal d'Aurore, tome 1, Jamais contente, de Marie Desplechin, paru à l'école des loisirs. Alors c'est un roman qui est paru il y a assez longtemps, c'est une trilogie, donc là c'est Le Journal d'Aurore, tome 1, et le roman vient d'être adapté en film. Je crois qu'il paraît qu'il est pas mal, moi je l'ai pas vu mais il paraît qu'il est vraiment bien. Et c'est le journal intime d'une adolescente qui s'appelle Aurore, mais attention, qui dit journal intime ne dit pas truc gnangnan et cliché. Ce roman c'est vraiment une petite pépite. Il est à mourir de rire. Le ton d'Aurore est juste hyper honnête. Après tout, elle écrit dans son journal intime sans avoir aucun complexe de ce qu'elle va y écrire, mais elle en balance sur sa famille, sur ses amis, sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle mange, sur sa vie qu'elle trouve parfois un peu nulle, mais parce qu'elle vit pas des choses toujours extraordinaires. Il y a une espèce de grande honnêteté dans le roman, dans l'écriture comme dans ce qui s'y passe, qui je pense va beaucoup parler aux adolescents, et en l'occurrence aux adolescentes, parce que c'est un personnage hyper attachant, hyper juste il me semble, même si j'ai jamais été une adolescente, et vraiment très drôle. Moi je me suis régalé, alors je suis plus âgé. 1er mai, fête du travail, résultat, personne ne bosse. Quand même, faire des fêtes sous le seul prétexte qu'on a du boulot, c'est un manque de respect pour ceux qui n'en ont pas. Un jour, moi aussi je chercherai du boulot et personne ne voudra m'enfiler. Ce jour-là, j'inventerai la fête du chômage. Une fois par an, tous les chômeurs auront le droit d'aller bosser. Pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui se marrent. À la place du cœur, saison 2, d'Arnaud Catherine, paru à la collection R. Je l'ai dévoré en quoi, 1 ou 2 jours. Je l'appréhendais un petit peu, même si je l'attendais surtout avec impatience, parce que j'avais adoré le tome 1 comme vous l'avez sans doute compris l'année dernière. J'avais d'ailleurs interviewé l'auteur et je vous invite très fortement à aller voir cette interview si c'est pas encore le cas. Et voilà, du coup je me demandais ce que ce tome 2 allait donner, et même s'il y a un ou deux trucs qui me laissent un peu sceptique, j'avoue que j'ai vraiment adoré ce tome 2 qui pour moi est largement à la hauteur du premier. Cette fois-ci on va suivre le personnage de Com, mais pas que, parce qu'on va aussi avoir le point de vue de son cousin et le point de vue de Esther, depuis là où on les a laissés à la fin du tome 1, donc c'est-à-dire après l'attentat après les attentats de Charlie début 2015 et ce qui a pu se passer juste après, mais là je vous spoil pas si vous n'avez pas lu le premier tome, jusque à peu près aux attentats du 13 novembre. À travers tous ces mois, on va voir les personnages évoluer, qui sont d'ailleurs pas forcément au meilleur de leur forme, et on va les voir continuer à grandir, à trouver leur place dans le monde qui les entoure, et à essayer de se démener dans ce monde pas forcément facile qui leur est donné. On a des personnages super justes, auxquels on peut vraiment, qu'on soit ado ou un peu plus âgé, s'identifier, parce que pour moi ils disent des choses de l'adolescence, mais même de la vie en général, qui sont super justes et super fortes. Bah oui, c'est une période hyper difficile, mais bah oui, des personnages peuvent être un peu au fond du trou, bah oui, il peut y avoir eu des attentats, mais il reste toujours l'amour, l'envie de s'éclater, l'envie de parfois faire l'impasse sur toutes ces choses qui peuvent nous rendre malheureux, et de ce côté-là, je trouve que c'est vraiment super bien amené. En plus, l'auteur a une écriture à la fois dans cette justesse et dans cette vivacité-là, qui fait que le roman pourrait être tout simplement écrit ou raconté par les ados qui racontent comme s'ils le disaient là devant une caméra ou devant toi, parce qu'ils racontent l'histoire. Malgré tout, c'est à l'écrit, donc ça reste très littéraire, ça reste très bien écrit et surtout très émouvant. Pour moi, c'est un roman essentiel, c'est un roman important pour ce qu'il dit sur les ados, pour ce qu'il dit par des ados, parce que c'est le point de vue d'ados, pour ce qu'il dit sur les émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là, mais aussi plus tard, pour ce qu'il dit sur le monde un peu transfiguré en France par les attentats, et pour ce qu'il dit entre autres de l'amour. Et ce qu'on a à la place du cœur quand il n'est plus là pour battre avec fureur d'amour comme c'était pas mal le cas dans le premier tome, bah, c'est des questions que pose le roman, et l'autre question c'est comment on fait pour le faire battre justement, malgré les bâtons qu'on peut nous mettre dans les roues. Je vous recommande énormément ces 2 bouquins qui vont apparemment être suivis dans le 3e tome. Et parmi ces 12 dernières lectures, quels sont mes coups de cœur? Vous l'aurez compris, j'ai quand même été super gâté parmi mes dernières lectures parce que j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures.
Mes coups de cœur parmi ces 12 dernières lectures sont donc les suivants. Le premier c'est Le Vertige des falaises de Gilles Paris, pour les plus grands ou alors pour les ados qui ont déjà envie de lire des romans pour les grands, parce que c'est un roman dense, fort, poignant et très surprenant jusqu'au bout du livre. Plus côté ado mais qui peuvent être aussi lus par les plus grands, on a Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, un roman féministe, addictif et émouvant. Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, qui est un road trip en forme de feel good book que j'ai adoré, qui m'a autant rendu triste que joyeux. Le groupe de Jean-Philippe Blondel, pour ce qui dit de l'adolescence, de l'écriture, et pour son écriture fine, dense et forte et juste. Et aussi bien sûr À la place du cœur, tome 2, parce que c'est une fois de plus un roman bouleversant sur l'adolescence, sur l'amour et sur le monde qui nous entoure, qui n'est pas très joyeux mais qui reste plein d'espoir. J'espère que parmi toutes ces lectures, il y en a qui vous tentent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. A très bientôt du coup, faites de belles lectures, portez-vous bien et salut tout le monde.